L'humiliation a un son particulier. Ce n'est pas le cri, ce n'est pas la gifle, ce n'est même pas l'insulte directe. C'est le silence qui suit. Ce vide assourdissant, où toutes les conversations s'arrêtent, où tous les regards convergent, où le monde entier semble marquer une pause pour témoigner de son insignifiance. C'est précisément ce silence qui a englouti le salon ce dimanche-là, quand Mauricio a désigné la porte et a dit, avec la même désinvolture que l'on demanderait plus de vin, que son beau-père était déplacé et devait partir. Zé Henrique resta paralysé au milieu de cette pièce immense, au double plafond et au lustre en cristal importé, tenant une petite boîte emballée dans du simple papier. 63 ans de vie, 42 de travail honnête, 8 de veuvage solitaire, tout réduit à cet instant. Un vieil homme gênant qui devait être écarté avant de gêner davantage les invités importants. Ce que personne dans cette pièce ne savait, ni Mauricio avec son sourire de supériorité, ni Jessica figée près de la cuisine, ni la trentaine d'invités qui détournèrent les yeux, gênés, c'est que quelqu'un était en train de tout filmer. Et que ces 3 minutes 40 secondes de cruauté capturées en haute définition allaient traverser le pays entier en moins de 48 heures, transformant une douleur privée en un cri collectif pour la justice. Mais Zé Henrique ne le saurait que plus tard. À cet instant, il ne pouvait que sentir le poids écrasant du rejet en marchant vers la porte, les jambes tremblantes, l'orgueil brisé, la chemise neuve trempée de sueur et de honte. Il s'était réveillé à 5h30 du matin, bien que ce fût son jour de congé, car le corps d'un ouvrier n'oublie jamais 42 ans de réveil avant le lever du soleil. Il avait préparé le café en silence, dans cette minuscule cuisine de la Villa Operaria, où chaque objet avait son histoire. La cafetière que Marlène avait reçue comme cadeau de mariage en 1985, la tasse ébréchée qu'il refusait de jeter car elle faisait partie de la collection qu'elle aimait tant, la nappe brodée à la main qui sentait encore, s'il fermait les yeux et voulait y croire, son parfum. Il s'était rasé avec le soin d'un homme qui se rend à un événement important, passant la lame doucement, vérifiant chaque angle dans le miroir taché. Ses cheveux gris étaient coiffés avec soin, ses ongles propres, le parfum, celui qu'il gardait pour les occasions spéciales, le même flacon qui durait des années, car il y avait rarement des occasions spéciales, appliqué avec modération sur les côtés du cou. La chemise bleu clair, achetée au marché le samedi précédent, portait encore les marques du pli de l'emballage. Il l'avait enfilée avec fierté, boutonnant chaque bouton avec des doigts qui tremblaient légèrement d'attente. Ce n'était pas de la peur. C'était cette bonne anxiété, celle de revoir un être cher après trop de temps. Cela faisait 4 mois qu'il n'avait pas vraiment vu Jessica, seulement de brèves conversations téléphoniques, elle toujours pressée, toujours avec des excuses de travail, des engagements, la vie trépidante d'Alphaville, qui ne cadrait pas avec les rythmes lents de la Villa Operaria. Seulement de brèves conversations téléphoniques, toujours elle pressée, toujours avec des excuses concernant son travail, ses engagements, la vie trépidante d'Alphaville, qui ne cadrait pas avec les rythmes lents de la Villa Operaria. Il avait parcouru 5 magasins différents dans le centre d'Osasco, comparant les prix, évaluant la qualité, essayant de trouver quelque chose qui exprimerait sans mots tout ce qu'il voulait dire. Respect, considération, le désir sincère de faire partie de cette nouvelle vie que sa fille avait construite. Le stylo de direction avait coûté 140 réais, presque la moitié de sa retraite de ce mois-là. Mais il n'avait pas hésité. Il avait demandé de le faire graver. À mon gendre, avec respect, Zé Henrique. Il l'avait emballé lui-même à la maison, avec du papier cadeau qui restait de Noël, du ruban adhésif transparent et un nœud qu'il avait tenté de faire joli à 3 reprises avant d'abandonner et d'accepter le résultat tordu. Le premier était parti de Villa Operaria à 10h15, bondé d'employés de maison, de gardiens de sécurité, de prestataires de services, tous ces gens qui soutiennent le confort des condominiums de luxe mais n'y habitent jamais. Zé Henrique était debout, se tenant à la barre de fer rouillée, le cadeau protégé sous le bras, observant par la fenêtre la ville se transformer progressivement. Des maisons simples et collées les unes aux autres, aux bâtiments commerciaux, puis aux hauts murs et aux postes de garde avec barrières automatiques. Des arbres bien entretenus, des pelouses tondues, des rues propres où l'on ne voyait pas un papier de bonbons par terre, si différent de sa rue, où l'asphalte avait des nids de poules que la mairie promettait de réparer depuis des années et où le ramasseur d'ordures passait quand il voulait.
Il était descendu au bon arrêt, avait vérifié l'adresse sur le papier froissé qu'il portait dans sa poche, bien qu'il la sût déjà par cœur, et avait marché les 200 mètres jusqu'à la résidence Jardim das Acacias. Le poste de garde était imposant, avec des vitres miroitantes, deux gardes de sécurité en uniforme. Il s'était approché avec l'humilité de quelqu'un qui sait qu'il pénètre un monde qui n'est pas le sien. Le garde l'avait regardé avec ce mélange de professionnalisme et de méfiance, avait pris le téléphone interne. La conversation avait été brève. Un signe de tête, le portail s'était ouvert. Zé Henrique était entré, sentant quelque chose d'étrange dans sa poitrine, un mélange de fierté, parce que sa fille habitait là, dans un si bel endroit, et d'inadéquation, parce qu'il n'y appartenait manifestement pas. Il avait attendu dans le jardin devant l'immeuble, assis sur un banc décoratif, observant les voitures importées garées, le son étouffé de la musique provenant d'un appartement, des enfants jouant dans la piscine. Quand il était finalement monté, il était déjà 11h50. Il avait sonné. Un employé en gilet noir avait ouvert. Beau, parfumé, parlant fort, riant encore plus fort, avec cette aisance de ceux qui se sont toujours sentis à l'aise dans de tels environnements. Elle l'avait embrassé, mais c'était une étreinte trop rapide, mécanique, suivie d'un baiser sur la joue qui n'avait pas touché sa peau. « Je suis contente que tu sois venu », avait-elle dit, mais ses yeux cherchèrent déjà par-dessus son épaule, vérifiant qui d'autre avait besoin d'attention. « Je suis contente que tu sois venu, dit-elle, mais ses yeux cherchaient déjà par-dessus son épaule, vérifiant qui d'autre nécessitait son attention. « Écoute, Mauricio est là-bas avec ses collègues de travail. Mets-toi à l'aise, d'accord ? Il y a à manger sur la table, des boissons. » Et avant qu'il ne puisse répondre, une amie surgit, tira Jessica par le bras, et elle s'en alla, le laissant là, seul, au milieu d'étrangers. Zé Henrique resta un instant immobile, ne sachant pas vraiment quoi faire. Il observa autour de lui. Les gens discutaient en groupes fermés, parlant de voyages, d'affaires, de voitures, de restaurants dont il n'avait jamais entendu parler. Il tenta d'approcher un groupe, sourit poliment, mais les regards qu'il reçut étaient d'une courtoisie froide. Il était l'intrus, l'élément qui ne correspondait pas à la décoration parfaite de cette fête. Il s'assit dans un coin de l'immense canapé en cuir, accepta une assiette de nourriture qu'une des serveuses lui offrit, crevettes panées, sushis, des choses qu'il n'avait pas l'habitude de manger. Il mastiquait lentement, observant Mauricio de l'autre côté de la pièce. Son gendre était au centre d'un cercle d'admirateurs, gesticulant avec animation, racontant une histoire qui provoquait des éclats de rire. Grand, beau, avec ce type de confiance qui vient facilement à ceux qui n'ont jamais eu besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Il portait une chemise de ville d'une marque chère, une montre lourde au poignet, les cheveux coupés dans ce style qui semble négligé, mais coûte 300 réais chez le barbier. C'était comme si le beau-père était invisible, une ombre insignifiante dans sa fête parfaite. C'est alors que quelqu'un interrogea Mauricio sur sa famille. Ce rire désinvolte, sans poids, de quelqu'un qui n'a aucune idée à quel point chaque mot peut blesser. Ou peut-être qu'il le savait exactement. Les gens autour rirent avec lui, un chœur d'approbation qui résonna dans la pièce. Zé Henrique sentit quelque chose se contracter dans sa poitrine, mais il déglutit et fit semblant de ne pas avoir entendu. Il resta là, silencieux, invisible, essayant de se convaincre qu'il avait mal compris, que Mauricio n'avait pas l'intention de l'exclure, que c'était juste sa façon de parler. Mais alors Mauricio, avec quelques verres de plus dans le nez et l'assistance toujours attentive, remarqua finalement la présence de son beau-père. Il vint vers lui, chancelant légèrement, le sourire trop large, les yeux avec cet éclat dangereux de ceux qui s'amusent aux dépens de quelqu'un. « Hé, Zé !» dit-il d'une voix forte, interrompant les conversations proches. « Tu as déjà mangé, n'est-ce pas? Tu es servi ?» Tout était très bon. « Bon anniversaire, mon fils. » Ce n'était pas de la gratitude. Ce n'était même pas une politesse feinte. C'était du pur dédain. Ce n'était même pas une politesse feinte. C'était du pur dédain. Quelques invités rirent avec lui, gênés, ne sachant pas vraiment comment réagir. Mauricio tourna le stylo, lut l'inscription, et son rire devint encore plus fort. Il jeta le stylo dans la petite boîte avec dédain, comme on se débarrasse d'une ordure. Davantage de rire, davantage de regards. Zé Henrique tenta de ravaler l'humiliation, mais elle devenait trop grande,
lui bloquant la gorge, l'étouffant. Ce fut alors que Mauricio, se sentant puissant devant l'assemblée, nourri par les rires et l'attention, décida d'aller plus loin. « Mais vous êtes un peu déplacé ici, vous savez. C'est un déjeuner plus chic pour mon cercle. Des gens de mon niveau. Je pense que vous vous sentiriez plus à l'aise chez vous, à regarder votre football, ce genre de choses. Alors, si ça ne vous dérange pas... » Il fit un geste vague vers la porte, comme on chasse un chien errant. Il était impossible de ne pas être témoin de ce qui se passait. Impossible de faire semblant de ne pas voir un homme être écrasé publiquement par quelqu'un qui était censé le respecter. Il regarda autour de lui, cherchant Jessica, implorant silencieusement une intervention, une défense. Elle était près de la cuisine, figée, les yeux écarquillés, une main sur la bouche. Mais elle ne dit rien. Elle ne fit rien. Elle resta là, partagée entre l'amour pour son père et la peur de contredire son mari devant tous ces invités importants. Mais Mauricio l'interrompit avec impatience, déjà ennuyé par la scène. Cela dit, il tourna le dos et retourna vers ses amis, reprenant une conversation comme si rien ne s'était passé, comme s'il venait de régler un problème mineur, un inconvénient qui devait être éliminé. Zé Henrique resta là, debout, au milieu de cette belle et froide pièce, sentant ses jambes perdre leur force. La musique reprit. Quelqu'un rit de quelque chose. Les conversations recommencèrent comme des vagues qui recouvrent un rocher sur la plage, effaçant toute preuve de son existence. Il regarda une fois de plus Jessica. Elle avait des larmes aux yeux maintenant, mais elle restait paralysée, les mains serrées l'une contre l'autre, la bouche entr'ouverte, dans une excuse qui ne parvenait pas à sortir. Les larmes lui montaient aux yeux, mais elle restait figée, les mains serrées, la bouche entr'ouverte, sans un mot d'excuse. Il avança vers la porte d'un pas lourd, s'enfonçant dans une honte indicible. Personne ne l'accompagna, personne ne dit rien. Aucun des 30 et quelques invités n'eut la décence ou le courage de le regarder en partant. Zé Henrique s'arrêta un instant dans le couloir du bâtiment, respirant profondément, tentant de contenir son effondrement. Il descendit par l'ascenseur miroir où son reflet le fixait. Un vieil homme en chemise bleue neuve, cheveux gris bien peignés, les yeux rouges, avec un cadeau indésiré. Il ressemblait à un figurant perdu de son propre film. Des vieillards avaient-ils déjà été écartés par de puissants gendres. Il marcha jusqu'à l'arrêt de bus et s'assit sur le banc de métal, brûlant à travers son pantalon. Il attendit là, seul, tandis que famille passait en riant, enfants couraient, chiens étaient promenés. La vie suivait son cours pour tout le monde, sauf pour lui. Ses épaules étaient secouées de sanglots. Des larmes mouillaient sa chemise neuve, une honte liquide, incontrôlable. Les autres passagers, gênés, détournèrent le regard. Une femme lui offrit un mouchoir en papier. Il l'accepta d'un hochement de tête, incapable de parler. Quand il arriva, il monta, valida son billet de ses mains tremblantes, s'assit à l'arrière, la tête contre la vitre. La ville défilait, indifférente. Alphaville, puis quartiers intermédiaires, périphérie et enfin Villa Operaria. De retour à la maison. Dans cette maison vide où personne ne l'attendait, ni ne le voulait, où il n'était qu'un vieil homme seul parmi tant d'autres. Il retira sa chemise bleue, désormais ridicule, la plia soigneusement, car les habitudes d'une vie ne meurent pas facilement. Il s'allongea sur le lit en sous-vêtements, fixant le plafond fissuré, sentant le poids de 63 ans de vie s'abattre sur lui comme une dalle. Il était impossible de ne pas se demander où il avait failli. N'avait-il pas tout fait correctement? Il avait travaillé dur, payé les factures, élevé sa fille avec amour, lui inculquant des valeurs, sans jamais la frapper, l'insulter ou lui manquer de respect. Où l'avait-il perdu? Quand Jessica est-elle devenue cette femme silencieuse, son mari humiliant son propre père? Quand son amour pour lui a-t-il cédé face à la peur de contrarier un homme comme Mauricio? Les questions restaient sans réponse, résonnant dans le silence de cette chambre et se mêlant à des souvenirs insistants. Elles ne faisaient qu'écho dans le silence assourdissant de cette pièce, se mêlant à des souvenirs qui s'obstinaient à refaire surface. Jessica a 5 ans, portant une robe de fête que Marlène avait cousue à la main, tourbillonnant dans le salon et criant « Regarde, papa, regarde comme je suis jolie !» Jessica a 12 ans, pleurant parce que les filles de l'école se moquaient de ses vieilles baskets, et lui promettant qu'il lui en achèterait de nouvelles, même si pour cela il devait faire des heures supplémentaires pendant le reste du mois. Jessica a 18 ans,
brandissant son diplôme de fin d'études secondaires, le serrant dans ses bras et disant « J'ai réussi, papa. J'ai réussi grâce à toi. » Jessica a 22 ans, le jour de sa remise de diplôme universitaire, quand elle était montée sur scène et qu'il a pleuré dans le public parce que c'était plus qu'une de ses réussites, c'était la validation que chaque sacrifice avait valu la peine. Quand elle avait 7 ans, Zé Henrik travaillait à 3 endroits en même temps. De 5 heures du matin à midi à la métallurgie. De 13 à 17 heures, comme aide-maçon sur des chantiers en ville. De 19 à 23 heures, comme gardien de parking. Il dormait en moyenne à peine 4 heures par nuit. Marlène le suppliait d'abandonner un de ses emplois exténuants, lui répétant qu'il allait mourir de fatigue, mais il ne pouvait s'y résoudre. Les frais de scolarité de l'école privée où étudiait Jessica étaient chers, mais elle apprenait tellement, lisait si bien, se développait d'une manière qui ne se serait pas produite dans l'école publique du quartier, laissée à l'abandon. Il y eut un hiver particulièrement rigoureux et long, où il dut choisir entre réparer le toit de la maison, qui laissait passer 3 fuites différentes et tenaces, ou payer les frais de scolarité de l'école. Il choisit l'école. Il plaça des seaux sous les fuites et passa 3 mois à écouter le plic-ploc de l'eau qui tombait pendant qu'il dormait. Jessica ne le sut jamais. Marlène le savait, mais ne dit rien. Elle le serrait juste plus fort dans ses bras les nuits froides. Quand Marlène tomba malade, il y a 8 ans, le cancer était déjà avancé. Les médecins parlèrent de traitements chers, expérimentaux, avec de faibles chances de succès. Zé Henrik vendit tout ce qu'il avait de valeur. La télévision, la chaîne Hi-Fi qu'il avait achetée en 2 ans par mensualité, leurs alliances en or. Ce ne fut pas suffisant. Jessica, déjà diplômée et travaillant, aida comme elle put, mais elle commençait sa carrière. Son salaire était encore très modeste. Mauricio n'était pas encore présent dans sa vie à cette époque lointaine. Ses dernières paroles furent « Prends soin de notre fille. Promets-moi que tu t'en occuperas. » Il promit, et tint sa promesse, ou tenta de la tenir. Jusqu'au jour où il réalisa que prendre soin de quelqu'un qui ne veut plus être soigné, c'est comme tenter de retenir de l'eau entre ses doigts. Le téléphone sonna. Zé Henrique regarda l'appareil sur la table de chevet, vit le nom « Jessica » clignoter sur l'écran. Il sonna 1 fois, 2, 3. Il ne répondit pas. Il n'y parvenait pas. Qu'allait-elle dire? Que c'était une excuse? Que Mauricio était ivre? Que ce n'était rien de tout cela. Des mensonges auraient été bien pires que le silence lui-même. Il sonna encore 5 fois au cours de l'après-midi. Il ne répondit à aucun appel. Pendant que Zé Henrique gisait dans ce lit, essayant de comprendre comment sa vie en était arrivée là, à 300 km de là, dans son appartement à São Paulo, Mariana Silva était dans sa chambre, son téléphone portable à la main, revoyant la vidéo qu'elle avait enregistrée quelques heures plus tôt. Mariana avait 22 ans, étudiait le journalisme, et avait passé les derniers mois à vivre chez son frère Mauricio et sa belle-sœur, pendant qu'elle cherchait un appartement. Elle n'avait jamais vraiment apprécié son frère. Il a toujours été prétentieux, arrogant, le genre de personne qui confond avoir de l'argent avec avoir de la classe. Mais ce dimanche-là, ce qu'elle a vu dépassait l'arrogance. C'était de la pure cruauté. Elle enregistrait des stories amusantes pour Instagram, montrant la décoration de la fête, quand elle a remarqué la tension dans la pièce. Elle a discrètement tourné la caméra et a tout filmé. Mauricio ouvrant le cadeau, le rire cruel, l'expulsion, le vieil homme sortant tête baissée. Le silence de Jessica, l'inaction de tous. 30 personnes présentes, et aucune n'a eu le courage de dire « ce n'est pas bien ». Tous ont juste regardé, certaines ont même ri, puis sont retournées manger des crevettes panées comme si de rien n'était. Elle n'a gardé que l'essentiel. 3 minutes et 40 secondes. Elle a ajouté des sous-titres pour ceux qui la regarderaient sans le son. Elle n'a pas eu besoin d'exagérer ni de déformer quoi que ce soit. La réalité brute était déjà suffisamment choquante. À 23 heures le dimanche soir, elle a posté sur Twitter avec une légende simple. « Quand la richesse n'achète pas l'éducation ». À 6 heures du matin le lundi, quand Zé Henrique s'est réveillé après une nuit agitée, la vidéo avait 500 000 vues et était dans les sujets les plus tendances du pays. À 8 heures du matin, les portails d'actualité ont commencé à publier. Vidéo d'un gendre expulsant son beau-père d'une fête devient virale et révolte le Brésil. Un homme âgé humilié lors de l'anniversaire de son gendre et l'affaire mobilise les réseaux sociaux.
Qui est l'homme qui a expulsé son beau-père de chez lui? Internet veut des réponses. Des émissions matinales débattant de l'affaire, des psychologues analysant le comportement, des commentateurs parlant du respect des personnes âgées, des valeurs perdues, d'une génération qui confond statut et caractère. Zé Henrique a appris tout cela quand sa voisine, Donna Neuza, a frappé à sa porte à 9h30 du matin, affolée, manquant de casser la sonnette à force d'appuyer. Il est allé à la porte en robe de chambre, les yeux gonflés d'avoir tant pleuré, sans comprendre son désespoir. Zé Henrique a pris l'appareil, confus. Sur l'écran, il s'est vu lui-même. Le salon de Mauricio, le cadeau rejeté, l'expulsion, sa sortie, tête baissée. Tout était là, exposé, à la vue du monde entier. Il a senti ses jambes flancher à nouveau. Il s'est appuyé sur le cadre de la porte. Comment cela a-t-il pu arriver sur Internet? Les commentaires se comptèrent par milliers et presque tous disaient la même chose. C'est inadmissible. Où est la police? C'est un crime. Quelqu'un identifie ce maudit gendre. Pauvre vieil homme, mon Dieu. La fille est tout aussi coupable pour être restée silencieuse. Le profil de l'entreprise a reçu des milliers de messages exigeant son licenciement. Des personnes ont commencé à apparaître devant sa copropriété. Le lundi après-midi, l'entreprise de Mauricio a publié un communiqué. XYZ Corporation ne cautionne pas les actes de manque de respect et de violence envers les personnes âgées. L'employé en question est démis de ses fonctions avec effet immédiat. Le mardi, des talk-shows de la télévision publique ont consacré des blocs entiers à l'affaire. Ils ont invité des spécialistes du droit des personnes âgées, des assistants sociaux, des psychologues. Tous condamnaient. Tous exigeaient justice. La vidéo tournait en boucle, cette scène douloureuse étant reproduite à l'infini, chaque diffusion un nouveau coup de poignard dans la fierté de Zé Henrique, mais aussi une validation que sa douleur comptait. Ils ont frappé à la porte de Zé Henrique, ont demandé des interviews, voulant entendre sa version. Il n'a répondu à personne. Il est resté enfermé chez lui, regardant tout cela avec un mélange d'horreur et de fascination. C'était sa vie, sa douleur, sa honte la plus profonde étant décortiquée par des millions d'étrangers. Mais en même temps, pour la première fois depuis longtemps, il était vu, reconnu, validé. Des personnes voulaient aider, offrant de l'argent, du travail, des avocats gratuits. Un célèbre présentateur de télévision a envoyé un message public. « Zé Henrique, si tu vois ça, sache que le Brésil entier est avec toi. Tu mérites le respect. » Après ses premières tentatives le dimanche, son téléphone a cessé de sonner. Et Zé Henrique a compris pourquoi. Elle était anéantie sur les réseaux sociaux autant que Mauricio. Fille complice. Lâche. Elle ne mérite pas un tel père. Les commentaires étaient cruels, impitoyables. Son mariage implosait en temps réel, retransmis pour le pays entier. Une femme qui connaissait Zé Henrique de très longue date, d'une vie qu'il avait essayé d'oublier, d'un talent qu'il avait enterré des décennies plus tôt parce que la réalité de subvenir aux besoins d'une famille ne permettait pas les rêves. Helena Martins avait 60 ans, était curatrice d'art à São Paulo, et regardait les informations le mardi matin quand elle a failli laisser tomber sa tasse de café. Elle connaissait ce visage, non pas comme Zé Henrique, l'ouvrier à la retraite, mais comme José Henrique dos Santos, le jeune homme d'une vingtaine d'années qui fréquentait l'atelier d'art de Bella Vista dans les années 1980, qui avait un talent fou pour la sculpture, qui créait des pièces si belles qu'elles faisaient pleurer les professeurs. Elle ne l'avait pas vu depuis 40 ans. Ils avaient perdu contact quand il avait tout laissé tomber pour se marier, pour travailler à l'usine, pour être le pourvoyeur dont Marlène avait besoin. Elle avait essayé de le convaincre de continuer, lui avait dit qu'il pouvait devenir quelqu'un de grand, qu'il avait un don rare. Mais il avait choisi la famille. Il avait choisi le salaire fixe au lieu de l'incertitude de l'art. Et il avait disparu. Elle a essayé de le convaincre de continuer. Lui a dit qu'il pouvait être grand, qu'il avait un don rare. Mais il a choisi sa famille. Il a choisi le salaire fixe au lieu de l'incertitude de l'art. Et il a disparu. Helena a pris son téléphone, a appelé 3 contacts différents, jusqu'à ce qu'elle réussisse à retrouver l'adresse de Zé Henrique. Le mercredi matin, elle était devant sa porte, tenant une mallette remplie de choses qu'il croyait perdues à jamais. Quand Zé Henrique a ouvert la porte et a vu Helena, plus âgée mais reconnaissable, il a eu l'impression que 40 ans s'étaient comprimés en une seconde. Ce qu'elle avait dans cette mallette allait tout changer.
car le secret que Zé Henrique gardait n'était pas à propos de crime ou de trahison. C'était à propos de qui il avait été avant de devenir simplement un père, un mari, un ouvrier. C'était à propos de l'artiste qui était mort pour que le pourvoyeur vive. Et quand cette histoire verrait le jour, le Brésil qui avait pleuré son humiliation allait découvrir qu'il avait perdu quelque chose de bien plus grand dans ce processus. Un talent qui n'avait jamais eu la chance de s'épanouir parce que la survie avait toujours crié plus fort que les rêves. Mais cela, Zé Henrique ne le comprendrait que lorsqu'il ouvrirait cette mallette et verrait les photos. Des photos de sculptures qu'il avait créées des décennies auparavant, certaines valant désormais des fortunes, d'autres dans des musées, toutes signées d'un nom qu'il avait abandonné mais qu'Helena avait préservé. Et soudain, la question n'était plus seulement de savoir qui avait perdu ce dimanche midi. Il s'agissait de combien de personnes le Brésil perd chaque jour. Des talents écrasés par la nécessité, des rêves sacrifiés sur l'autel de la survie, tandis que des hommes comme Mauricio héritent de privilèges qu'ils n'ont jamais mérités et utilisent ce pouvoir pour écraser précisément ceux qu'ils devraient honorer. Et quand Mauricio découvrirait qui était réellement l'homme qu'il avait expulsé de sa maison, quand Jessica comprendrait enfin l'ampleur de ce que son père avait sacrifié pour elle, le poids de cette vérité serait plus grand que toute punition que les réseaux sociaux pourraient inventer. Zé Henrique est resté trop longtemps immobile sur le pas de la porte, regardant Helena comme si elle était un fantôme matérialisé d'une vie qu'il avait enfouie si profondément qu'il oubliait parfois qu'elle avait réellement existé. Elle avait maintenant des cheveux blancs, noués en un chignon élégant, des lunettes à monture moderne, des vêtements qui témoignaient de quelqu'un ayant réussi dans la vie. Mais ses yeux étaient les mêmes. Ses yeux qui, 40 ans plus tôt, avaient regardé ces sculptures et y avaient vu quelque chose que Zé Henrique lui-même ne parvenait pas à voir, du génie. Il fit un pas de côté, silencieux, et elle entra dans la simple maison de la Villa Operaria. Elle regarda autour d'elle avec respect, non avec le jugement que tant d'autres auraient eu. Elle vit les photos sur les murs, les meubles anciens mais impeccables, le soin d'un homme qui avait toujours maintenu sa dignité, même lorsque le monde avait insisté pour la lui enlever. Ils s'assirent à la table de la cuisine, la même table où Marlène avait servi des milliers de dîners, où Jessica avait fait ses devoirs pendant des années, où Zé Henrique avait mangé seul ces 8 dernières années. Helena posa la mallette entre eux, mais ne l'ouvrit pas immédiatement. « J'ai vu la vidéo, dit-elle, comme tout le Brésil l'a vu. Mais j'ai vu quelque chose que personne d'autre n'a remarqué. Je t'ai vu, José, l'homme que j'ai connu, et j'ai pensé, les gens doivent savoir qui tu es vraiment. Mais j'ai vu quelque chose que personne d'autre n'a remarqué. Je vous ai vu, José, l'homme que j'ai connu, et je me suis dit, les gens doivent savoir qui vous êtes vraiment. Je ne suis qu'un vieil homme à la retraite qui... Mais José, vous n'avez jamais été que cela. Vous n'avez jamais été un simple ouvrier, et les gens méritent de savoir. » Des œuvres qu'il avait créées entre 1982 et 1987, les années précédant la naissance de Jessica, lorsqu'il fréquentait encore l'atelier de Bella Vista 3 soirs par semaine, après son service à l'usine. Des figures humaines en argile et en bronze, capturant des émotions si brutes qu'elles faisaient mal à regarder. Un homme courbé sous un poids invisible. Une femme les mains tendues vers le ciel. Des enfants jouant au milieu des décombres. Des travailleurs au visage qui racontaient des histoires entières de sacrifices. Il restait jusqu'à l'aube à l'atelier, les doigts salis par l'argile, créant des vies en miniature qui semblaient plus réelles que la réalité elle-même. Le professeur disait qu'il avait le don le plus rare, la capacité de capturer l'humanité dans le bronze et l'argile. « Je me souviens, murmura-t-il, passant ses doigts sur les photos comme on caresse quelque chose de sacré. Mais c'était avant tout. Je n'avais pas le choix. L'atelier ne rapportait rien, à peine le matériel. J'avais besoin d'un salaire fixe, de sécurité. J'allais avoir une fille. Je ne pouvais pas vivre de rêve. Mais ce que vous ne savez pas, elle retourna une photo spécifique, une sculpture d'un ouvrier les outils à la main, le visage marqué d'une dignité absolue. C'est ce qui est arrivé à vos œuvres après votre départ. D'anciens articles, jaunis par le temps, une exposition collective en 1989. 3 des sculptures de Zé Henrique avaient été incluses, vendues à des collectionneurs.
Une autre exposition en 1993. D'autres ventes. L'une des pièces acquises par le MASP en 1997. Des critiques parlant de « un artiste disparu dont le talent brut capturait l'essence du travailleur brésilien comme personne ». Des curateurs à la recherche de José Henrique dos Santos, le sculpteur fantôme qui avait créé des chefs-d'œuvre puis s'était évaporé. « Vous êtes devenu une légende dans le monde de l'art », dit Helena, avec un mélange de fierté et de tristesse dans la voix. « L'artiste qui aurait pu être un géant mais qui a disparu. J'ai tout gardé. J'ai gardé votre nom vivant. Certaines de vos œuvres sont dans des musées, d'autres dans des collections privées. L'une d'entre elles a été vendue aux enchères l'année dernière pour 200 000 réais. Vous aviez du talent, José. Un vrai talent. Le genre qui n'apparaît qu'une fois par génération. Et vous avez abandonné. Non par lâcheté, mais par amour, par responsabilité. Parce que quelqu'un devait mettre de la nourriture sur la table, payer l'école et être l'homme dont sa famille avait besoin. Vous avez sacrifié votre don pour que votre fille puisse avoir une vie meilleure. Vous avez sacrifié votre don pour que votre fille puisse avoir une vie meilleure. Pour qu'elle étudie, grandisse, devienne quelqu'un. Et elle avait grandi et était devenue quelqu'un. Quelqu'un qui avait choisi un homme qui le chasserait de chez lui pour manque de classe. Quelqu'un qui était restée silencieuse pendant que le père qui avait sacrifié ses rêves pour elle était publiquement humilié. Demanda-t-il, et il y avait quelque chose qui se brisait dans sa voix. Et je pense que les gens méritent de savoir que lorsque Mauricio vous a expulsé de cette maison, il n'expulsait pas seulement un beau-père gênant. Il expulsait un artiste qui vaut plus, en talent et en caractère, que ce qu'il ne vaudra jamais de toute sa vie médiocre. Helena resta silencieuse un instant, laissant cela s'enfoncer, puis elle continua. La presse est déjà au courant, et j'aimerais beaucoup que vous y soyez. Non pas pour vous venger de qui que ce soit, mais pour être reconnu, pour que les gens voient qui vous êtes vraiment. 40 ans de « et si » s'il avait continué? Et si le monde avait donné une chance à un ouvrier qui sculptait l'argile? Et s'il n'avait pas eu à choisir entre l'art et la survie? Ils renoncent. Ils se rabaissent pour que leurs enfants puissent s'élever. L'erreur n'était pas la sienne. L'erreur était celle d'un monde qui force les gens à choisir entre le talent et la nourriture, entre les rêves et la dignité. La nouvelle a fuité 2 jours plus tard. Le vieil homme humilié dans une vidéo virale est un artiste renommé dont les œuvres se trouvent dans des musées. Les portails d'information ont de nouveau explosé. Mais ce n'était plus seulement de l'indignation, c'était une découverte. C'était une reconnaissance tardive. C'était l'histoire complète enfin racontée. Il s'assit devant les caméras avec la même chemise bleue du dimanche fatidique, lavée, repassée, une petite vengeance silencieuse, et raconta son histoire. Non pas avec amertume, mais avec une honnêteté douloureuse. Du choix impossible quand Jessica était sur le point de naître. Des 42 ans passés à l'usine métallurgique, de ses mains qui auraient pu créer de l'art en travaillant le métal industriel, de ses doigts qui modelaient la beauté et qui ne faisaient plus que serrer des vis. De Marlène, qui avait toujours su mais n'avait jamais rien réclamé. De la fille qu'il avait élevée avec tout ce qu'il avait, y compris les rêves qu'il n'avait jamais réalisés. Et lorsque la journaliste l'interrogea sur ce dimanche, sur l'expulsion, il prononça des paroles qui seraient citées pendant des semaines. Et quand la journaliste l'a interrogé sur le dimanche, sur l'expulsion, il a dit quelque chose qui serait cité pendant des semaines. La dignité ne s'achète pas, le caractère ne s'hérite pas, et le talent ne se mesure pas en Mont-Blanc ni en résidence de luxe. J'ai perdu 40 ans d'art, mais j'ai gagné une fille. Du moins, je pensais avoir gagné. Elle a écouté son père parler de sacrifices dont elle n'avait jamais eu connaissance, d'un talent qu'il avait sacrifié pour qu'elle vive mieux, d'un amour si profond qu'il s'était transformé en invisibilité. Elle a pleuré comme elle n'avait pas pleuré depuis les funérailles de sa mère. Elle a pleuré pour le père qu'elle avait laissé être humilié, pour l'artiste qu'elle n'avait jamais connu parce qu'il avait choisi d'être père à la place, pour toute une vie de bonté à laquelle elle avait répondu par un silence lâche. Il a entendu la sonnette, est allé à la porte, et elle était là. Les yeux rouges, sans maquillage, vêtue de vêtements simples, ressemblant pour la première fois depuis des années à la Jessica qu'il connaissait. Ils sont restés là, père et fille, séparés par 1 mètre de distance qui semblait des kilomètres. C'est elle qui a fait le premier pas, qui l'a serré fort dans ses bras,
qui a sangloté sur son épaule en demandant des excuses qui ne seraient jamais suffisantes. Sur l'art, sur tout ce à quoi vous avez renoncé, je ne savais pas. Ce dimanche-là, j'aurais dû dire à Mauricio de se taire. J'aurais dû être de ton côté. Mais j'ai eu peur, papa. J'ai eu peur de perdre tout ce que j'avais construit, et je n'ai pas réalisé que ce que j'avais construit ne valait rien. Tu n'as rien perdu qui valait la peine d'être gardé, disait Henrik, et c'était vrai. Elle a recommencé à zéro, plus modestement, plus simplement, mais aux côtés de son père, réapprenant qui elle était avant d'essayer d'être celle que Mauricio voulait qu'elle soit. Des critiques d'art, des collectionneurs, des curieux qui avaient vu la vidéo et voulaient rencontrer l'homme derrière l'histoire. Les sculptures de Zé Henrik étaient exposées sous un éclairage parfait, chaque pièce une fenêtre sur l'âme du travailleur brésilien, sur la dignité au milieu de la rudesse, sur l'humanité qui persiste même, lorsque le monde insiste pour l'écraser. Zé Henrik a parcouru l'exposition avec Jessica à ses côtés, Elena les guidant, expliquant chaque pièce à des visiteurs émus. Il a vu des gens pleurer devant ses œuvres. Il a vu des critiques prendre des notes frénétiques. Il a vu de jeunes artistes regarder avec révérence. Elena guidant, expliquant chaque pièce à des visiteurs émus. Il vit des gens pleurer devant ses œuvres. Il vit des critiques prendre des notes frénétiques. Il vit de jeunes artistes regarder avec révérence. Non pour la reconnaissance, mais pour son juste choix. L'art était passé, mais Jessica existait. Elle s'était trompée, s'était perdue, mais elle était là, de retour, réapprenant ses leçons. Que la valeur ne réside pas dans ce que l'on possède, mais dans ce que l'on est quand personne ne nous regarde. La vidéo le hantait. Chaque entretien, la question. Chaque présentation, la reconnaissance. Il a pris durement. La réputation prend des années à construire, des secondes à détruire. Chaque jour, se réveiller et se souvenir d'avoir expulsé un artiste dont les œuvres valaient plus que tout son bien. Savoir qu'il avait traité la dignité avec mépris et le porterait à jamais. Comprendre trop tard que la classe ne s'achète pas et le respect ne se commande pas. Il se gagne ou fait défaut. À l'intérieur, 3 lignes manuscrites. Il la plia, la rangea dans le tiroir des choses importantes. Pas une réconciliation, ni un changement du passé, mais une reconnaissance. Et parfois, la reconnaissance est tout ce dont un homme a besoin. Le soleil chaud sur son dos. Jessica préparait le déjeuner. Sur la table du salon, une invitation pour sa 2e exposition, cette fois au MASP. À côté, une vieille photo de lui et Marlène, jeune, souriant, sans savoir l'avenir. Et Zé Henrik pensa que peut-être le secret de la vie n'est pas de ne jamais être humilié, ni tomber, ni saigner, mais de tomber et de se relever, de saigner et de cicatriser. Être invisible et garder une dignité si ferme qu'un jour, enfin vue, les gens verront la lumière qui était là tout le temps. Ils ne la voyaient juste pas. Car Zé Henrik avait toujours su qui il était, même quand le monde refusait de le voir. Et savoir qui l'on est, indépendamment de la reconnaissance, est la seule victoire que personne ne peut enlever. D'autres construisent des cathédrales de silence, brique par brique de sacrifices invisibles. Et quand le temps révèle laquelle avait de vraies fondations, il est déjà trop tard pour reconstruire ce qui fut bâti sur le sable. Mauricio n'a jamais survécu à la honte. Et c'est peut-être là la différence entre les hommes de substance et les hommes de vernis. Les uns résistent au temps. Les autres s'écaillent à la première pluie.